L'armée communiste va-t-elle attaquer Taïwan? Xi Jinping a déjà divulgué le secret. Selon un général australien, la guerre avec le Parti communiste chinois est inévitable. Remboursement anticipé du prêt de 600 millions de dollars, Tesla va-t-il se retirer de la Chine? Rapport de China Labor Watch, la tragédie des ouvriers de l'initiative, une ceinture et une route. Surprenant, une fillette sud-africaine raconte ses 10 premières vies. The Economist a récemment décrit Taïwan comme l'endroit le plus dangereux de la planète. Une fois qu'une guerre éclatera dans le détroit de Taïwan, ce sera une catastrophe majeure. Quant à savoir si le PCC va vraiment attaquer Taïwan, le critique américain Zhao Pei a révélé qu'en fait, le président du PCC, Xi Jinping, a déjà divulgué les secrets. Le fait que Xi Jinping ait participé au sommet sur le climat le 22 avril signifie qu'il ne veut pas se brouiller avec la communauté internationale, ni se retirer de l'économie mondialisée. Cela signifie également que le Parti communiste chinois n'attaquera pas Taïwan en ce moment, car une fois la guerre déclenchée, la Chine sera bannie de l'économie mondialisée. Zhao Pei a également souligné que le Parti communiste chinois provoque fréquemment Taïwan en termes de discours et d'affaires militaires. Il continue à envoyer des avions militaires autour de Taïwan afin de créer une atmosphère tendue et attirer la couverture médiatique sur la crise du détroit de Taïwan. Mais en réalité, le Parti communiste chinois ne peut pas attaquer Taïwan à ce stade. Le 4 mai, un article du Sydney Morning Herald a rapporté les propos de l'ancien commandant du département des opérations spéciales australiennes, le major général Finlay. Ce dernier a déclaré aux soldats que les forces de défense australiennes devaient se réaffirmer en tant que leader en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique Sud-Ouest. Il a également mentionné que l'armée australienne a constaté que le Parti communiste chinois entend profiter de l'absence de l'Australie dans la région. Le major général Finlay a précisé que le Parti communiste chinois parle de coopération d'une part en disant « Nous avons tous des familles heureuses, mais Pékin avec la Russie, la Corée du Nord et l'Iran est en concurrence avec l'Australie dans la zone grise. Les relations de l'Australie avec les autorités de Pékin sont actuellement tendues. Les produits australiens à base de bœuf et de vin rouge ont été affectés par une série de mesures punitives économiques imposées par le Parti communiste chinois suite à la demande formulée par l'Australie l'année dernière en faveur d'une enquête internationale sur la source de la pneumonie de Wuhan. Le secrétaire du département des affaires intérieures australien, Mike Pezzullo, a prévenu que la possibilité d'une guerre augmentait. Les démocraties libérales devaient s'y préparer et rechercher la paix en cette période de tension mondiale accrue. Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est une dissipation de la trajectoire bénigne de la Chine sous l'effet de la diplomatie de guerre du Parti communiste et de son affirmation répétée dans le monde, et maintenant particulièrement contre l'Australie, a déclaré John Baxland, professeur à l'Université nationale australienne, selon la South China Morning Post. Ce n'est pas que l'Australie batte les tambours de la guerre, c'est que Pékin bat les tambours de la guerre. C'est là le problème, a-t-il ajouté. Selon le média chinois Xinjiang News, Tesla a déposé un document auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans la soirée du 28 avril, montrant que la société a remboursé le prêt de 614 millions de dollars pour sa super usine de Shanghai et que le contrat connexe avait été résilié. Le principal financement de l'usine de Tesla à Shanghai provenait d'un syndicat bancaire chinois. Depuis mars 2019, Tesla a conclu plusieurs accords de prêt avec plusieurs banques, dont un accord de prêt à terme garanti signé en décembre 2019, dans lequel Tesla a accepté d'avoir un prêt garanti sur un montant maximal de 9 milliards de RMB sur 3 ans. La garantie de ces installations d'immobilisation est couverte par le terrain et les bâtiments de l'usine de Shanghai. Selon le document de Tesla déposé auprès de la SEC, les prêts au syndicat bancaire chinois pour financer la super usine de Shanghai ont été remboursés par anticipation. D'autre part, Tesla dispose de ressources financières suffisantes pour rembourser ses prêts, à en juger par ses revenus en Chine. Après la nouvelle du remboursement intégral du prêt par l'usine de Shanghai, l'information selon laquelle Tesla pourrait se préparer à se retirer de Chine s'est répandue comme une traînée de poudre sur les plateformes de réseaux sociaux chinoises. Tesla, qui s'est déjà débarrassé du fardeau de son prêt, va-t-il vraiment fermer boutique et se retirer de la Chine? Certaines hypothèses avançaient que si l'on se fie à la façon de faire du PDG de Tesla, Elon Musk, il est probable qu'il va retirer Tesla de Chine. Selon d'autres, le fait que Tesla rembourse le prêt va être vu comme un choix rationnel, car il s'agirait d'une simple réduction des coûts, précisant que Tesla ne travaillerait jamais pour une banque, car elle pourrait parvenir à l'autofinancement.
Il y a quelques jours, l'organisation de défense des droits de l'homme China Labor Watch, basée à New York, a publié un rapport de recherche qui dévoile les expériences tragiques des travailleurs chinois derrière le projet très médiatisé du Parti communiste, une ceinture, une route. Le rapport révèle qu'à la suite de l'épidémie de pneumonie de Wuhan, les entreprises locales ont eu recours à des politiques de fuite et à des tests d'acide nucléique pour empêcher les travailleurs de rentrer en Chine et les priver d'assistance médicale. En novembre de l'année dernière, un travailleur d'une entreprise minière chinoise en Indonésie a été diagnostiqué positif puis placé dans un dortoir vide pendant plus de 20 jours en isolement, sans aucun traitement médical. Il a ensuite été retrouvé mort par d'autres travailleurs. De nombreux travailleurs chinois sont morts de cette manière. Selon Radio Free Asia, M. Zheng, un travailleur chinois, s'est vu retirer de force son passeport par la Wuhan Lingxing Construction Company après avoir atterri en Afrique. Il travaillait 7 jours par semaine, 10 heures par jour, pour un salaire mensuel d'environ 5 000 à 6 000 yuan, ce qui est inférieur au niveau des salaires nationaux. Si les travailleurs veulent partir, ils doivent payer 20 000 à 30 000 yuan de dommages-intérêts. Certains travailleurs préfèrent travailler pour rien pendant 5 ou 6 mois afin d'anticiper leur retour. Un travailleur de Castle Peak Steel, en Indonésie, n'a pas pu se faire soigner après une chute en juillet. Ses jambes se sont atrophiées, le rendant totalement dépendant. Un autre travailleur a été retenu par des agents de sécurité pendant 3 heures, après avoir été éclaboussé de ciment, ce qui a entraîné la perte de la vue de son œil gauche. Les rapports sur des tragédies similaires impliquant des blessures au travail et des décès abondent dans China Labor Watch. M. Ding a déclaré « Tout le monde est de la chair à pâté dans l'assiette du Parti communiste. L'année dernière, 10 travailleurs réguliers sont morts, et chez les intérimaires, les décès sont plus nombreux. Après avoir séjourné longtemps en Indonésie, la mort d'une personne n'a plus de répercussions sur mon cœur. Chaque fois que vous voyez le parti se vanter des réalisations de une ceinture et une route, c'est comme si vous voyez le journal de l'époque de Mao Zedong chantant 100 000 chatons par acre comme une absurdité. » Le travailleur chinois Li Jiqiang a déclaré « Si le gouvernement chinois ne se soucie même pas de son propre peuple, peut-il parler de une ceinture, une route pour le bénéfice d'autres pays ? L'ensemble de la communauté internationale doutera de son intention initiale. » Selon les rapports des médias, une petite sud-africaine, Joey, a commencé à raconter à sa famille ses 10 vies antérieures, à l'âge de 3 ans. Les souvenirs de réincarnation sont très inhabituels, et chaque histoire est exceptionnellement détaillée, de sorte que la famille est très surprise. Lorsque Joy avait 5 ans, sa famille l'a emmenée chez de nombreux professeurs de psychologie, enseignants en réincarnation, hypnothérapeutes et journalistes d'investigation pour découvrir ce qui n'allait pas chez elle. Après avoir entendu l'histoire de Joey, tous sont passés du scepticisme à l'émerveillement, croyant qu'elle disait la vérité, car ils savaient qu'un enfant ne pouvait pas avoir inventé ces détails de toutes pièces. Selon Joy, elle a eu 2 vies antérieures en tant qu'esclave égyptienne. Elle était capable de raconter tous les détails de son séjour sur un bateau d'esclaves, même l'ancienne technique de pavage égyptienne avec une grande précision. Joy se souvient également d'une vie de chrétienne persécutée sous la terreur de l'empereur romain Néron et d'une rencontre avec Saint Pierre. Au XXe siècle, Joyce s'est réincarnée en petite fille de Stephanus Johannes Paulus Kruger, le 5e président de l'Afrique du Sud. Elle a eu 2 maris et 10 enfants dans cette vie. Sur la base de sa description, des chercheurs ont enquêté sur la petite fille du président et ont constaté que l'histoire de Joy était vraie. Sur les 10 enfants qu'elle a eus dans sa vie antérieure, l'une est encore en vie. Les chercheurs ont organisé une rencontre entre Joy, âgée de 5 ans, et la femme âgée. Les 2 femmes ont eu des retrouvailles animées et ont parlé des souvenirs qu'elles avaient l'une et l'autre. La femme a déclaré, par la suite, qu'une grande partie de ce dont Joey avait parlé était en effet quelque chose que seule une mère décédée pouvait connaître.